Voilà, ben maintenant le débat est ouvert. Vous avez entendu les analyses qui ont été faites, les propositions du SPEC, il y en a depuis un moment déjà. Et donc, le débat est ouvert, donc nous attendons vos questions. Et comme nous avons dit, nous sommes là pour des échanges, pour que tout un chacun donne son point de vue, pose des questions, dit ce qui le préoccupe par rapport à la situation. Donc, voilà, nous attendons vos questions. Ou vos remarques, bien sûr. Allô? Allô? Non. Bien, écoutez, vous avez fait une démarche vis-à-vis de moi, Jacques comme ancien président de l'Université des Antilles de la Guyane, en m'invitant à cette réunion de cet après-midi. Je crois que je suis très heureux d'avoir accepté de participer et je vais essayer de poser quelques questions par rapport aux exposés des différents intervenants. Il ne reste pas vrai que, évidemment, j'ai un peu de nostalgie par rapport à ce que l'Université de la Guyane a été. Mais vous avez bien montré en fait qu'il faut aller de l'avant. Et donc, je crois que je suis tout à fait d'accord d'une certaine façon avec les différentes interventions. Et donc, une matière à réflexion ou encore quelque chose. Donc, par rapport à la collègue qui est intervenue sur actuellement les dysfonctionnements, elle n'a pas parlé de l'aspect financier de la presse. Pour un pays, des pays qui ne connaissent pas le fonctionnement d'une université, et même pour certaines universités qui ne s'y connaissent pas, je vais bien aimer qu'elle puisse quand même nous en donner comme à la bouche. Je crois que, sincèrement, vous avez une analyse qui me paraît tout à fait correcte et je suis d'accord avec lui lorsqu'il a indiqué qu'il fallait quand même qu'on censure par rapport à la méthode qui avait été utilisée parce que l'université reste quand même une institution qui avait ou qui a encore une forme d'autonomie. Elle a un conseil d'administration, elle a un certain nombre de procédures, à mon avis, qu'il faut respecter, même s'il faut intégrer, disons, le départ de la troisième intervention me paraît, en quelque sorte, lumineuse par rapport à l'évolution qu'il y a au niveau politique. Qui fait que les universités vont pouvoir évoluer. Et c'est la raison pour laquelle je souscris tout à fait au fait qu'il faut réfléchir. Je me posais la question à savoir pourquoi les deux présidents des régions de Guyane et de Guadeloupe étaient intervenus, et qui soient membres du conseil d'administration de l'université. Et pourquoi il y avait eu cette précipitation à l'intérieur. Et je comprends mieux maintenant. Depuis l'éclairage qui m'a été donné, et vraiment, je voulais remercier le collègue que je ne connais pas, et je peux dire qu'il nous a donné matière non plus à pleurer, mais maintenant à nous mettre au travail parce qu'il y a du boulot, ne serait-ce qu'au niveau de la réflexion, de la prise de conscience. Il faudra donc donner au milieu universitaire, mais aussi à la population, à la presse quotidienne, nous dire que nous ne sommes pas en train de passer un problème qui est là, et que nous sommes dans un tournant, effectivement, de notre université. Oui, je voulais préciser aussi que j'ai remarqué qu'il y a des étudiants. Nous sommes très heureux qu'il y ait des étudiants parmi nous. Et nous tenons à préciser que les étudiants sont
à la limite prioritaires, on va dire comme ça. On va le dire comme ça pour les questions. Donc n'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous tiennent à cœur. Voilà. S'il n'y a pas encore de questions, pour répondre à monsieur, alors concernant l'aspect financier, je vais le faire à monsieur le prof, excusez-moi, après je tiens. Excusez-moi, franchement. Concernant l'aspect financier, non, parce que. Là, quand on a été président de l'université, c'est pas même. C'est l'émotion, excusez-moi, on va me retrouver face à toutes ces personnes que je suis dans la jeunesse. Jeunesse archivée blanc quand même, enfin bon, de toute façon, mais vraiment, maintenant. Alors, concernant l'aspect financier, trois choses. Première chose, nous avons dit, donc je m'aligne là-dessus, bêtement, surtout ne pas parler d'indigne, c'est-à-dire ne pas tomber dans le travers de l'émotion ou de l'information à chaud avec des éléments, parfois qui peuvent faire aller très loin et pas forcément là où on veut. Je le répète tel que je l'ai enregistré. Maintenant, ceci étant dit, s'il y a quelque chose à nous, sans expliquer, enfin, c'est sûr que les finances sont importantes dans une université, s'il y a une problématique au niveau de la gestion des finances, je ne parlerai pas, puisque bon, ça c'est un fait qui atteste de l'existence de dysfonctionnement, je ne vais pas illustrer. Par contre, ce que je peux dire, c'est que même dans le schéma, qui est le schéma actuel de l'université, qui devait normalement évoluer via l'accentuation de la mise en place de la pluriterritorialité sous l'ancienne gouvernance. Dans la nouvelle gouvernance, quelque part, pardonnez-moi de le dire, mais il y a quand même une continuité, une suite, puisque la nouvelle gouvernance faisait partie de l'ancienne gouvernance. Et a écrit d'ailleurs sur cette notion de pluriterritorialité, ou en tout cas de la nécessité de l'interaction entre université et territoire, etc. Donc ils ont co-écrit sur ces aspects-là. Toujours est-il qu'au niveau du SPEG, lorsque est apparue en fin de compte cette volonté de mettre en place de la pluriterritorialité, nous avons tout de suite souligné que du point de vue de la problématique des finances, s'il y avait quelque chose où cette initiative pouvait contribuer, c'était justement à essayer de rééquilibrer les choses du point de vue des pôles, en faisant déjà quelque chose pour nous qui est minimal, c'est faire en sorte que soit inscrit carrément dans les statuts de l'université à l'occasion de cette mutation, que lorsque les moyens arriveraient, en fin de compte, que les moyens seraient dès le départ fléchés, fixés par pôle, avec en fin de compte pour chacun des pôles la connaissance, enfin une discussion pour pouvoir définir en fin de compte la somme nécessaire à chacun sur des éléments, sur des bases qui auraient été construites ensemble, donc qui feraient consensus à part, mais qui seraient transparentes, et de façon à ce qu'en fin de compte chaque pôle ait dès le départ sa propre dotation qui lui permettrait de mettre en place ou de mettre en musique la politique qu'elle aurait voulu, ne serait-ce que dans l'appareil tel qu'il existait, qui aurait quelque part naturellement évolué dans une forme qui ne serait qu'une continuité de ce qui a été jusqu'à présent. À ma connaissance, je ne sais pas s'il y a eu des discussions ou des choses dans ce sens, mais s'il y a des crispations, s'il y a des difficultés au niveau des finances, elles peuvent déjà peut-être s'expliquer par le fait qu'il n'y ait pas forcément d'éléments très clairs pour pouvoir savoir, du point de vue des moyens disponibles pour allouer à chaque pôle, quel est le volant en fin de compte qui est alloué à chaque pôle en tant qu'entité à part entière. C'est normal puisqu'on fait des pôles dans l'état actuel n'ont pas compétence dans ce domaine. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Alors, il y avait également une question qui avait été non, c'était le moment concernant Bouchard-René. Non, il y avait vraiment une question, je crois, on est d'accord, et puis de même pour Frédéric, pour de série. Juste une question. Il y a un micro, hein? Il y a un micro, mais station je peux parler sur le micro. Non, on n'a pas. C'est juste une question. Non,
vient de créer une nouvelle ordonnance pour la Guyane, ça impose quelque part aussi pour nous que la prolongation soit une ordonnance, soit une modification, une accélération des dates. Il faut peut-être pas, je comprends qu'il ne faille pas tomber dans la précipitation, il faut qu'on prenne notre temps, et je suis parti dans cette position, prenons notre temps pour réfléchir. Mais est-ce qu'en attendant, on ne risque pas de pouvoir sortir du chapeau une loi déjà préparée? Parce que je sens que le ministère attend de nos propositions. Il doit déjà quelque part préparer une nouvelle ordonnance pour nous. Donc, quand on a intérêt à être vigilant, parce que le ministère doit déjà avoir dans ses tiroirs un projet qui doit même déjà avoir un nom, parce que UA n'est pas tombé par la table. Donc, nous, effectivement, on a intérêt à être vraiment très vigilant sur les projets et la manière dont nous allons travailler. Et qu'on prenne notre temps, mais à mon avis, il ne faut quand même pas prendre trop de temps, parce que je pense que d'ici janvier 2014, on risque déjà de voir quelque chose sortir du ministère. Alors, il y a Marc Dorby qui voulait. Oui, juste pour continuer un petit peu à ce que Thierry vient de dire, je crois qu'il faut quand même être vigilant, sans vouloir dire à mes collègues ce qu'il faut qu'ils fassent. Il est évident que s'il y a des modifications sur la Guyane, ça entraînera au moins 2 ordonnances supplémentaires pour les anti-Guyane. Parce qu'il faudra d'abord supprimer l'entité université anti-Guyane qui existe aujourd'hui. On ne peut rien faire de Guyane sans supprimer celle-là. Et le même jour, à la même heure, un autre décret qui va créer une nouvelle structure. Alors, il faut savoir si on crée une nouvelle structure en disant bon, on va reprendre une ordonnance en juillet, ou si cette nouvelle structure ne devrait pas être pratiquement la structure qui va durer encore jusqu'aux nouvelles lois sur l'enseignement supérieur. Donc ça veut dire quelque part, mes amis, il y a un petit peu d'urgence. Je ne dis pas beaucoup, mais un petit peu. C'est contradictoire avec l'appel des anciens, il ne faut pas y aller vite, mais en toute amitié, Max. Il ne faut pas y aller vite, mais en même temps, il faut aller trop vite. Effectivement, il y a une certaine urgence, si je puis me permettre d'intervenir dans le débat, mais sans se presser. C'est-à-dire qu'il faut une urgence de contenu, c'est pour ça qu'il faut rester calme, qu'il faut être constructif, le faire assez vite, en tout cas avec un agenda, un calendrier à fixer assez vite. Vous savez, les juristes qui sont dans la salle, les apprentis et ceux qui sont professionnels, le savent très bien. La magie du droit, et surtout du droit public, c'est qu'on peut faire un décret 4 en 1. J'ai 3 créations d'universités plus une communauté d'université dans le même. Donc, mais à condition qu'il y ait un projet et qu'il y ait une préparation solide avant l'âme. Voilà. Bonsoir à tous. Je suis Georges J. représentant des étudiants au conseil d'administration de l'UAJ. Donc, ma question s'adresse à M. Girard. Je voudrais savoir, vous avez formulé une position qui concerne la communauté d'université. Est-ce que, dans l'optique du choix de ce schéma institutionnel, quelle garantie que nous pourrions avoir pour ne pas opposer les mêmes difficultés dans lesquelles nous sommes actuellement, pour pouvoir mieux fonctionner et pour qu'il y ait une meilleure gouvernance de la belle structure universitaire. Je ne sais pas si je me suis bien compris. Je comprends bien, monsieur Gilles. En tout cas, de notre point de vue, notre université telle qu'elle a été configurée souffrait d'une instabilité. Nous ne jetons la pierre à personne. Les prédécesseurs, président ici présent, et ceux qui en ont pris la suite, ont tout fait pour développer les purs, une pluriterritorialité, une déconcentration, une décentralisation. Sauf qu'elle butait sur une chose qui est fondamentale, c'est l'instabilité de la répartition des moyens. Et l'instabilité de la répartition des moyens, ça a été tenté d'être réglé de manière statutaire. Le problème, c'est que les statuts d'université, ça se modifie au gré des évolutions des
majorités aux instances de direction de cette université. Avec la loi IRU, il n'y avait plus qu'une seule instance délibérative, qui est le CA, et bien ça s'est encore crispé davantage. C'est devenu de la compétition. Sur une seule instance, et non pas dans 3 conseils centraux, sur comment on répartit les moyens en fonction des projets des uns et des autres. Et donc, la réponse que vous fait, M. Gitor, c'est que la création d'une troisième université de plein exercice, c'est que chacun de ces moyens garantis par la loi. Et aucune des deux autres ne peut aller fouiller dans son pot de confiture. D'accord? Et donc, la communauté d'université interrégionale, qu'elle soit fédérale ou confédérale, c'est-à-dire la mise en commun d'actions, de fonctions et de projets communs, c'est là ce que les 3 universités mettent en commun. Et la commune accord. Donc, là, on a le droit de mettre tous les 3 dans notre confiture, parce que c'est notre confiture commun. Je vous fais bien comprendre. Bonsoir, Jean-Pierre Santon, directeur du DSH. Bon, d'abord, je voudrais féliciter le SPEC de cette initiative-là qui permet de discuter effectivement sereinement du fond. Du fond, sans simplement avoir les réactions de surface, les réactions précipitées, soit dans le sens du conservatisme, libéral, soit dans le sens d'une anticipation assez irresponsable, c'est-à-dire on est prêt pour l'université de Guadeloupe, par où aller, pourquoi pas, c'est l'immense leader, etc. Ce qui serait, s'il y en a qui développent ce point de vue-là, ce qui serait quand même relativement superficiel pour les universités de penser simplement comme ça. Puisque l'université, bon, merci de ton intervention, c'est quelque chose de très sérieux, et ça deviendra de plus en plus sérieux, pas de moins en moins sérieux. En tout cas, dans son ambition fondamentale. Ceci dit, donc effectivement, très sincèrement, merci, je pense que c'est une initiative intéressante et qui peut servir, qui peut contribuer à notre réflexion, à tous. Deuxième point, il y a un point que René a évoqué. René l'a évoqué un peu soft, mais je pense qu'il faut quand même insister parce qu'il nous met dans une situation difficile. C'est l'attitude du gouvernement vis-à-vis de la présidence et de la gouvernance et de l'institution UAG actuelle. C'est-à-dire, je distingue les différents niveaux. Je dis présidence, je dis gouvernance, je dis institution, je dis établissement autonome universitaire en loi et en fait. Parce qu'il y a, je ne suis pas juriste, d'accord, les juristes me corrigeront, ça crée presque une vacance du pouvoir. Ça crée presque une ingérabilité de fait sur un certain nombre de dossiers urgents. Et ça crée une difficulté de gouvernabilité de fait. De fait, l'état de volonté, c'est autre chose, parce que je pense que c'est la gouvernance et c'est à l'institution UAG de réagir. Si tant est que nous tous, nous comprenons ce que ça signifie et que nous ne nous engouffrions pas dans le trou en disant un tueur. Parce que ça c'est aussi notre habitude. Nous sommes d'accord. Je pense qu'il faut bien comprendre les choses. Alors pourquoi c'est grave? C'est grave sur le plan du principe. Bon, mais je pense qu'on l'a dit. C'est grave sur le plan du principe. C'est très grave sur le. C'est grave sur le plan de la situation. C'est grave sur le plan du principe, d'autant plus que j'essaie de saisir quelle peut être la logique précipitée d'un gouvernement et je ne la saisis pas, même du point de vue de la situation, sauf pour des raisons géopolitiques ou politiques majeures, mais qui ne concernent pas l'UAG, qui concernent la France et le gouvernement. Donc, il faut bien comprendre aussi, si tu veux, dans quelle logique nous pouvons rentrer. Je termine. Ça signifie que je vois que nous, universitaires, quel que soit, nous devons très bien distinguer l'intérêt fondamental, nos intérêts fondamentaux là où ils sont liés, et là où ils peuvent, disons, diverger ou être discutés. Ça veut dire que nous avons à préserver dans l'immédiat une autorité, disons UAG, parce que c'est la réalité de toute façon. Nous avons préservé une autorité UAG, sans quoi on peut se permettre demain, d'envoyer de la même façon qu'on s'est permis d'envoyer un observateur en Guyane, sans consulter personne des institutions, ni CA, ni présidence, ni rien,
De la même façon qu'on se permet d'envoyer l'administrateur bien Martinique, d'après moi, oui ou non? Oui ou non? On peut se le permettre. Donc, de ce point de vue-là, il faut. Et deuxièmement, on peut se permettre ce que j'ai entendu, je termine là-dessus, ce que j'ai entendu, c'est-à-dire que simple transfert de moyens de la Guadeloupe et de la Martinique, mais c'est une fois semblablement de la Guadeloupe, simple transfert de moyens vers la Guyane, puisque c'est la Guyane qui est déficitaire. Autrement dit, si nous n'arrivons pas à gérer cette transition, tu as parlé du contenu, je suis tout à fait d'accord à aller dans ce sens-là. Mais si nous n'arrivons pas à gérer cette transition, du point de vue, j'allais dire, de notre identité actuelle, parce que c'est ça nous dit. Si nous n'arrivons pas à gérer cette transition-là, nous nous faisons avoir, mais dans les grandes largeurs. Et non seulement nous nous faisons avoir, mais ce que va laisser le gouvernement, c'est un champ vide, avec un autre milieu, et nous devons chier à les autres. Non seulement pour Martinique et Guyane, je termine, non seulement pour Martinique et Guyane, mais entre quoi. Merci Jean-Pierre pour l'intervention. Là, je vais répondre. Je vais répondre, quoique je vais plutôt intervenir en qualité de secrétaire général adjoint du SPEC. Il faut la poser à ceux qui constituent la gouvernance. Le SPEC est la seule organisation syndicale qui n'est pas représentée au CA de cet établissement. Le processus, c'est reconstruire ensemble la réponse à apporter à la fois au territoire et au gouvernement. Parce que je m'inquiète aussi, connaissant particulièrement bien le fonctionnement de l'appareil d'État français, et en particulier de son appareil central, qui lui aussi est très conservateur dans ses fonctionnements. Insulter, excusez-moi, 4 ministres, le président de la République, en envoyant des lettres ouvertes en 5 jours à personne, c'est pas nécessairement le mieux pour bien disposer des autorités centrales à ne pas faire de notre université un champ de. Alors, moi, je voudrais quand même dire qu'on est tous d'accord sur le fait que le ministère a agi de manière un petit peu étonnante, etc. Sauf que nous, on dit une fois de plus, il ne faut pas perdre l'essentiel de vue. Et donc, l'entité UAG semble être mise à mal de toute façon. Maintenant, on peut toujours supputer, il y a des gens qui peuvent supputer sur les raisons pour lesquelles le gouvernement a agi de cette manière. D'aucuns disent que la présidente s'est désavouée d'elle-même en balançant comme ça, notamment sur la voie publique, le fait qu'il y ait 90 millions, le trou dans la... 90% voilà, de la comptabilité et 10 millions qui ont disparu déjà. Donc on a été tous surpris, tous un peu nous, on a fait un communiqué au SPEC pour dire que c'était assez sidérant qu'une présidente fasse une telle communication. Je suppose que si en Guadeloupe, si nous-mêmes nous avons trouvé ça sidérant, ben, au ministère, j'imagine que ça a pu paraître aussi sidérant. Alors, ceci dit, ça ne cautionne nullement la manière dont les choses se sont passées. Et je suis tout à fait d'accord avec Jean-Pierre qu'il y a certainement des raisons politiques, effectivement, éminemment politiques au niveau du gouvernement, etc., qui font que les choses se passent comme elles se passent. Mais, sauf qu'il me semble que notre objectif là, on était tous d'accord, c'est bien de rassembler nos forces, de construire un projet, et il ne faudrait pas que nous nous dispersions. Donc sur le principe d'accord, mais je crois que... Alors bon, les camarades me demandent de lire le communiqué d'ailleurs que nous avons fait à ce propos, pour ceux qui ne le connaissent pas. Alors le deuxième point disait très clairement, on a pris une position nette là-dessus, que le SPEC regrette que la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ait décidé d'imposer par voie de presse sa solution de sortie de crise du pôle universitaire guyanais, visiblement sans concertation préalable de la présidence, des instances de l'UAG et même de la communauté universitaire. Donc je crois que là-dessus on est tout à fait d'accord. Et je suis aussi d'accord que une université est un lieu libre et autonome et qu'il ne s'agit pas de perdre son identité. Voilà, mais je crois qu'il faut surtout que nous
que nous gardions nos forces pour vraiment construire ce projet, puisqu'on est dans une situation, on parle à la fois de, on dit qu'il ne faut pas se précipiter, en même temps qu'on dit qu'il y a quand même une urgence, donc je crois qu'il faut quand même que nous ne perdions pas l'essentiel de vue. Voilà. Alors, il a été rapporté par le gouvernement qu'il y a eu des problèmes de procédure, des problèmes concernant la méthode de gestion et de gouvernance. Donc, ça, j'imagine que ça appelle qu'il y aura à terme un changement de direction. Donc, qui mettra dans la tête de cette direction, sachant que c'est autonome. C'est une question qu'on va se poser aussi. Et nous, étudiants, nous devons supporter les transformations. De transition, de transformation au niveau des cours, au niveau des examens. Oui, alors le changement de gouvernance concerne la Guyane, pas l'université. Simplement, ils ont en Guyane enlevé les deux élus administrateurs qui avaient, ils ont mettre les territoires en place. Ça concerne la Guyane, pas. Et pour, oui, ça ne parle pas de l'université, pas l'Antilles. Tout simplement parce que, bon, ils sont entrés dans une période transitoire pour réaliser l'utilisation de la Guyane. En ce qui concerne les autres pôles, les examens et l'autre aussi, bon, c'est problème, il n'y a pas de problème par rapport aux étudiants, ça ne change rien. Vous aurez vos examens, c'est quelque chose qui continue. Bon, ce dont on parle là, c'est maintenant comment on va vivre ensemble après. C'est-à-dire, quand deviendra la structure, puisque s'il y a même ordonnance prise pour la Guyane, ça signifie quelque part, s'il y a ordonnance prise pour le seul Guyane, on considère déjà qu'il n'y a plus d'université. Si la ministre a de telles choses. Bon. Ou alors, elle prend l'ordonnance pour la Guyane, dans le cadre de l'université, ça va être bien compliqué tout ça. Ce qu'il y a, c'est que de toute façon, l'organisation de l'autonomisation de la Guyane, même au niveau de sa fonction, elle est déjà actée, puisque s'il y a une direction provisoire, s'il y a un truc provisoire en place, c'est ce directoire qui, lui, jouera le rôle de gouvernance civile. Non si tu as autre chose. Moi, vice-président du CEU, je n'interviens ni en tant que vice-président du CEU, ni en tant que représentant d'un ministre. Je vais juste vous lire l'extrait de son courrier qui dit la chose suivante: l'autonomie renforcée du pôle universitaire de Guyane sera mise en place au 8 juillet 2014 par l'ordonnance qui doit faire suite à la loi du 22 juillet pour l'enseignement supérieur et la recherche et permettra de réorganiser la gouvernance des trois pôles de l'UAG. Cette autonomie concernera la gestion des moyens et des orientations pédagogiques au niveau de la distance. Elle sera mise en œuvre par la nouvelle gouvernance. Donc, ce qui veut dire qu'a priori, ce que dit la ministre, c'est dans le cadre de l'ordonnance dont on parle depuis tout à l'heure, qu'il n'y aura pas pour le moment d'ordonnance spécifique, et elle a mis au pluriel les trois pôles de l'UAG. Donc, ça veut dire que les nouvelles mesures concerneraient les trois pôles, seraient mises en place dans le cadre d'une ordonnance unique. Il est clair pour autant que cette position-là ne satisfait pas l'intersyndicale de Guyane. Et moi, je souhaiterais une université de l'exercice dès septembre 2014. Ça, c'est le courrier de la ministre du 2 novembre. C'était juste une précision. Oui, alors, rapidement, et puis fasse une motion de protestation. La manière dont ça a été géré, c'est un minimum. Oui, mais en tout cas, pour le CA, ce serait difficile, parce que la présidente a décidé de ne pas réunir l'institution tant qu'il y a prise. Oui, mais moi, je ne dis pas à l'intérieur. Je dis simplement, si ce n'est pas le CA, il est possible qu'on le fasse au niveau des conseils de chaque composant. Ça, au moins, c'est possible. Réunir une CA d'une composante ou un conseil d'une composante, ça ne demande pas plus de 24 heures. On va pas attendre 10 jours. Alors, demande-moi, Didier, tu avais parlé, je ne peux pas savoir. Donc après, tu passes la parole à Didier Bernard. Après. Bon, alors, bonjour à tout le monde, plutôt bonsoir à cette heure-là. Donc, Didier Bernard, vice-président délégué aux finances, ancien vice-président du Conseil universitaire régional. Alors,
premièrement, félicitations donc la possibilité qu'il y ait je dirais un échange dans la communauté. Et puis, je prends la parole avec, je dirais, un peu beaucoup de retenue. Pourquoi? Parce que je ne souhaite pas que la discussion soit simplement tournée entre, je dirais, je ne le crois pas pour l'instant, c'est pour ça que je suis présent, entre une opposition entre la gouvernance et le syndicat ou le SPEC. Voilà, donc j'essaie simplement de le rappeler. Et cependant, il y a des interrogations qui se posent. La première concerne une communication concernant les 10 millions. Je ne souhaite pas spécialement intervenir sur cette affaire-là, bien que je sois le VP Finance. Je pense que quand nous aurons des éléments, je crois que c'est quelque chose qui a été repris par la presse en disant qu'il y a un trou, etc. et tout. Je pense que si vraiment nous étions dans une situation financière catastrophique, nous aurions eu déjà plus qu'un rappel de la part du gouvernement. Ils ont des inspections, ils ont des inspecteurs et qui sont assez zélés dans ce cadre-là. Alors maintenant, en tant que responsable de ces finances, je souhaite aussi dire que cette nouvelle gouvernance, et là tout à l'heure j'ai un peu bondi quand on dit que la nouvelle gouvernance est en continuité de l'ancienne. Moi je suis arrivé depuis 7 mois et je le dirais de façon très simple. En pas qu'à voter péché à monde. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, dans cette nouvelle gouvernance telle que l'on l'a mise, et quand j'ai été contacté par Mme Mancé-Caster, la présidente, nous avons changé les modalités et nous avons changé la commission des moyens qui était constituée auparavant, pour ceux qui ne le savent pas, des doyens de chaque composant, de tous les territoires. Et puis, comme on voyait que ça ne fonctionnait pas, nous l'avons changé en mettant les vice-présidents statutaires, conseil d'administration, CEPU, les 3 vice-présidents des conseils scientifiques, les 3 vice-présidents de pôle, un représentant pour le personnel, un représentant des services communs, de façon à ce que cette répartition financière, telle que nous l'avons et telle que nous la pensons en tant que gouvernance, soit faite de façon très claire, plus transparente, en présentant une autre méthode de travail et un autre schéma. Alors dans cette méthode de travail, lors de la dernière commission des moyens, lorsqu'il y a eu un changement à l'agence comptable, nous avons décidé de faire une clarification sur l'ensemble des comptes et de porter cette clarification devant la commission des moyens. Et quand nous aurons, je dirais, des éléments supplémentaires, le conseil d'administration sera informé, puisqu'il a cette primeur, c'est le conseil d'administration, et les dispositions qui sont à prendre seront prises. Alors maintenant, sur le deuxième point, je pense qu'il ne faut pas qu'on traîne la discussion par ce bout-là, mais cependant, il faut aussi parler de moyens financiers. Quand j'étais donc le vice-président du conseil universitaire en ce temps-là, de 2002 à 2006, il est vrai que maintenant, je constate 7 ans après, puisque je revenais donc aux affaires en 2013, que j'arrive dans une institution où le pôle universitaire, pour l'instant, ou on a un modèle qui est obsolète. Pourquoi? Parce que dans le pôle, on a l'impression que cette répartition de moyens dont vous parliez tout à l'heure à la table, elle n'est pas encore faite convenablement et il manque encore beaucoup de choses à faire. Alors, quand j'étais donc à ce conseil, bien évidemment, les conseils universitaires étaient en charge de ce qu'on appelle les charges communes, c'est-à-dire payer l'électricité, le gardiennage, et le budget était principalement construit sur la possibilité et sur, je dirais, l'obligation de régler un certain nombre de problèmes liés à ces charges communes. Ça n'a pas changé, c'est toujours la même chose. Et de plus, comme nous avions des dépenses qui étaient, j'ai fait un rapport sur ça d'ailleurs, comme nous avions des dépenses qui étaient exorbitantes,
souvent, les budgets qui étaient alloués à ces conseils étaient insuffisants, ne permettant pas, puisqu'on n'avait pas fait, je dirais, le dénombrement complet de ces charges, de payer complètement ces charges. Après, vers les années 2004, après la crise de 2003, 2004-2005, dans la gouvernance de cette époque-là, nous avons décidé, avec la collectivité régionale, de mettre en place ce qu'on appelle un contrat quinquennal avec le Conseil régional de la Guadeloupe pour permettre justement de favoriser cette déconcentration et acter dans le pôle Guadeloupe. Et nous avons rencontré la collectivité, donc en ce temps-là c'était M. Lurel qui était le président, en lui disant nous sommes fatigués de voir un ensemble de porteurs de projets arriver par toutes les portes possibles du Conseil régional. Nous souhaitons qu'il y ait un contrat unique pour l'établissement signé avec les deux parties, présidence de la collectivité et présidence de l'université. Et nous allons acter sur une somme donnée pour un ensemble de projets qui peuvent être liés aussi bien à la pédagogie, à des constructions, à tout ce qui nous semble, en concertation, utile au développement du pôle universitaire. Donc ce contrat a été signé. Il nous a permis, en ce temps-là, c'était un contrat quinquennal, c'était donc sur 4 ans. Pour la première fois, il a été signé et donc la négociation nous a permis d'avoir 500 000 € par an, soit 2 millions. Donc ces 2 millions en 2006, je quitte la vice-présidence, je retourne donc calmement, je dirais, à mon métier de base. Et donc, je crois que ce contrat se permet-tu, c'est un peu dommage, le vice-président du pôle peut en parler, savoir qu'est-ce qui se fait. De façon, l'objectif était tout simple pour moi et pour cette gouvernance en ce temps-là, c'est de pouvoir disposer d'une marge de manœuvre financière pour pouvoir acter un certain nombre de projets à l'intérieur du pôle. Bon, alors maintenant, il est clair que le modèle, et je ne cesse de le répéter, le modèle que nous avons actuellement, il est obsolète. Il faudra penser à quelque chose. Et je crois que la discussion dans la communauté permettra sûrement de trouver un autre modèle. Maintenant, sur le troisième point, je ne peux pas m'étendre plus. Le troisième point concernant l'ordonnance, tout à l'heure, j'ai suivi l'intervention du député Marie-Jeanne qui s'exprimait à l'Assemblée nationale et qui posait la question à Mme Fioraso concernant justement le problème d'autonomie de l'université et comment a-t-on pu prendre une décision comme ça sans passer par la présidente et le conseil d'administration. La réponse a été faite par le ministre Victorin Jorel, puisque Mme Fioraso n'était pas là. Et il a répondu qu'il n'y aura pas de projet sans consultation de la communauté entière et des élus politiques. Donc, je crois que nous avons le temps de construire ensemble un nouveau projet. L'Université de la Guyane, c'est un calendrier. Elle n'est pas pour l'instant, c'est un calendrier, elle n'est pas encore programmée tout de suite, immédiatement. Et donnons-nous le temps, justement, de co-construire et de sortir un projet qui soit un projet venant de l'ensemble des communautés. Merci beaucoup. Donc on passe à la remise, je crois qu'il y avait... Je voulais juste repréciser, comme on l'avait déjà fait, que le SPECSUP n'est en opposition avec qui que ce soit, puisque au contraire, nous disons qu'il faut rassembler toutes les forces pour construire un projet commun. Et que nous avons choisi de donner la possibilité à tout le monde de s'exprimer et que des échanges de toutes sortes, que tout le monde a le droit d'exprimer son point de vue. Donc on est en opposition avec qui que ce soit, on tenait à le préciser. Alors à mes côtés, il y a un membre du CA qui me fait une bonne remarque. Nous avons donc proposé au conseil d'administration une nouvelle commission des moyens et c'est le CA qui a donc approuvé cette commission des moyens.
justement, puisque tu passes Marie-Lise Bernard, je suis MCF au département de physique, donc justement, les résultats de ces commissions de moyens, heureusement qui est en train de se mettre en place, est très important parce que ça nous donnera une vision de combien ça nous coûte l'université, qu'est-ce qu'on a comme recette, etc. Parce qu'on va construire un projet en fonction de ce qu'on aura comme moyen de travailler. Parce que là, quand on construit une maison, on a des règles de château, ensuite on construit avec les moyens qu'on a. Moyens humains, mais aussi moyens financiers. Donc c'est important de savoir où on en est et avec quoi on peut construire. Et les moyens financiers, ça compte. Si je puis me permettre, vous avez raison, il faut penser un peu plus compliqué que ça et en double départ. Je m'explique. Si vous mettez les critères de gestion, je veux dire, comme l'angle d'entrée du projet, vous êtes mort. Non, pas comme angle d'entrée, mais un paramètre important. En revanche, si vous le mettez comme un des instruments et des moyens de la réalisation du projet, vous êtes moins mort. Vous êtes en proposition. Non, mais je le dis parce que c'est très important. C'est un des problèmes que connaît notre établissement depuis, on va dire, 2009. Nous n'avons pas le plan d'action stratégique de l'établissement, le projet du contrat quinquennal de l'établissement n'a pas été construit sur la base d'une large concertation. Il n'a pas été acté avec le temps du débat nécessaire et de la concertation avec tous les services et toutes les composants. C'est aussi une des raisons de la crise d'aujourd'hui. Que ça s'est été capturé. C'est aussi une des raisons de la crise de la gouvernance actuelle. Quel est le projet d'action stratégique de cette gouvernance? Je pense qu'il y a aussi une question de personne. Les gens, est-ce évidemment, volonté, évidemment, mais je préfère, comme on a dit que nos séminaires ne pas mettre en avant les questions de personnes, avec lesquelles je le fais le professeur, il y a des problèmes de structure. Mais évidemment, les problèmes de personnes vont avec les problèmes de structure. On est bien d'accord. Je suis encore désolé, mais poser la question, quel est le projet? Ce n'est pas le débat. Le débat, c'est de dire ensemble qu'est-ce que nous pouvons faire. Le projet, oui, mais quand tu poses à chaque fois la question comme ça, je pense que ça biaise le débat. Le débat est de dire qu'est-ce que nous pouvons faire. Le projet d'établissement. Voilà, exactement. C'est ça. Alors, venons-en. Comment construire le projet d'établissement? Je crois qu'on a commencé à 14h30, il va être 16h30. Ça va être 2 heures de réunion. Je crois que si on veut qu'il y ait des résultats et que ça continue, il faut aujourd'hui, là, au moins avec les gens qui sont dans la salle, un nouveau rendez-vous soit pris. Sinon, chacun va partir à ses occupations et vous aurez du mal à rassembler à nouveau les gens pour commencer véritablement la réflexion. Si on est tous d'accord sur le fait, c'est qu'il faut attendre, il faut réfléchir, il faut construire, eh bien, il faut mettre en place la logistique de la construction. Oui, Max, je comprends bien qu'on avait la suite. Le SPEC va faire des propositions à partir de ce séminaire-là aux instances de l'établissement, au vu du rapport que notre secrétaire de section fera, et de l'analyse qu'on fera, des échanges et des propositions qu'on proposera. Mais ce n'est pas à notre section syndicale que de proposer. Si l'invitation avait été faite par les représentants de la commission universitaire Escalité ou par les représentants de l'institution Escalité, peut-être que oui. Mais nous ne sommes pas, je rappelle que c'est le seul syndicat qui n'est pas présent au CA de l'établissement. Vous n'allez pas demander à celui-là de donner la solution pour l'établissement. Excusez-moi, ça va être contradictoire avec tout ce qu'on a dit avant. De remettre le débat en marche pour construire le projet et de ne pas jeter les instances et les institutions à la poubelle ou au caniveau avec nous. Essayer de lancer le débat parce qu'on estime que le débat est tardif là. Mais on a, depuis 2012, on nous dit, on a interpellé, même le ministre, on a même écrit au ministère de l'Éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche, on a interpellé la gouvernance, on a proposé, on a dit qu'il fallait lancer un débat démocratique sur les 3 pôles et on n'a pas été entendu. Donc on a continué à proposer à toute la communauté nos positions et elles sont là, elles sont à la portée de tout le monde. Voilà. On parle de reconstruire un nouvel établissement, mais il y aurait
on reconstruit un nouveau projet, pardon. Mais il y aurait peut-être certains garde-fous à mettre en place. On a déploré l'attitude du gouvernement vis-à-vis de notre institution, notre établissement, vis-à-vis de la présidente. Mais quelque part, moi je pense que qui veut du respect s'en procure. Alors, j'ai lu comme tout le monde le courrier que la présidente a adressé à la communauté, mais pour le moins, le gouvernement peut bien faire. Il ne s'occupe même pas de vous, il a autre chose à faire. Quoi. Bon, il y a autre chose à faire, il faut éteindre le feu quelque part. Et par ailleurs, si nous sommes établissement d'enseignement supérieur, comment est-ce possible que 90%, vrai ou faux, alors il y a quelqu'un qui a perdu les pédales, mais 90% des documents comptables disparaissent? Non, c'est un cirque, c'est pas une université. Alors, si on doit construire une université, il ne faut pas que ça puisse arriver, ces choses-là. Alors, bon, donc, il faut vraiment refonder en mettant les verrous là où il faut les mettre, en mettant les contrôles, parce qu'apparemment il y a un problème de contrôle. Je rappelle que moi je suis en fac SGE, on enseigne la gestion, on sanctionne des étudiants en première année, deuxième, troisième, lorsqu'ils font des conneries, mais comment est-ce qu'on doit tout mettre sous le dos des informaticiens par exemple? Les documents disparus, il n'y a pas de sauvegarde. Bon, ou alors c'est que les documents n'ont pas disparu et qu'il y a quelqu'un qui est fou. Alors je pense que Philippe Colomeba n'est pas là. Non, mais d'accord, ok, c'était une réflexion de mon débat. On va revenir à l'objet effectivement de cette réunion, à savoir, comme le proposait justement Max, mettre en place la logistique, l'organisation qu'il faut pour que chacun participe à l'élaboration d'un projet. Donc je propose que tout un chacun justement fasse des propositions sur qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant pour que l'ensemble de la communauté, parce que bon, il faut être réaliste, je ne sais pas si nombreux que ça là aujourd'hui, donc proposer des choses, dire qu'est-ce qu'il faut, est-ce qu'il faut que ce soit les VP-Pôles qui prennent l'initiative, est-ce qu'il faut que l'initiative soit d'abord prise au niveau de la présidence de l'université qui délègue aux VP purs, etc. Mais je pense qu'il vaut mieux proposer, pour être concret maintenant, une organisation pour que justement, dans cette organisation, chacun réfléchisse sur les problématiques que vous allez les définir. Il y aura la gestion, il y aura l'enseignement, il faudra l'organiser pour que ce soit efficace. Mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, on va trouver les autres. Merci.